aujourd'hui, on va parler du regard des autres et comment s'en détacher. Donc, est-ce que tu as beaucoup de gens qui viennent avec cette question ? Eh bien, pratiquement tout le monde. Pratiquement tout le monde, à un moment ou à un autre, vient avec cette question. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on est toujours en contact avec soi et avec les autres. Donc, on est toujours en contact avec le regard des autres et comment nous, on regarde l'autre dans les deux sens. Donc, à un moment ou à un autre, c'est une question qui vient. Et quand elle vient en thérapie ou en coaching, c'est qu'il y a une défaillance à un endroit. C'est que le regard des autres, on y prête trop, on y accorde trop d'importance, on y prête, trop d'intérêt. On fait trop en fonction de ce regard des autres, ce qui peut enfermer, ce qui peut emprisonner, ce qui fait qu'on on sait plus ce qu'on veut, ce qu'on aime, on fait plus à partir de nous. Donc, on vient pour ça. Et peut-être c'est important de faire un petit disclaimer avant de continuer sur ce sujet. On ne va pas parler ici des cas où le regard de l'autre est réellement malveillant, toxique et très, très perturbateur, comme dans des cas de maltraitance infantile, dans des cas de relations toxiques, par exemple, dans des cas de malveillance, où là, vraiment, le regard de l'autre, il est problématique et ça se travaille en séance, en thérapie, sur des temps longs. Donc ça, on va laisser de côté ces situations et on va plutôt parler de situations comme comme le besoin de reconnaissance ou de validation chez son chef, par exemple, ou chez son équipe, le besoin de plaire et de voir ça dans le regard de l'autre et de séduire. Donc plutôt des situations comme ça qui sont, qu'on peut débloquer plus rapidement. Alors, première question un peu générale, pourquoi on est si nombreux à chercher le regard des autres ? Je corrigerai même ta question. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche tous le regard des autres. Et ça remonte à notre naissance, en fait, à tout le monde et les premiers instants. C'est que, en fait, on construit notre sentiment d'exister en tant qu'être humain à travers le regard de l'autre. Je m'explique. Ça, c'est Winnicott qui a travaillé sur ces notions-là. C'est comment on passe du registre de l'être au registre de l'existant. En gros, au début, les premières semaines de vie, on n'a pas besoin en fait de quelqu'un d'autre, on n'a pas besoin du regard de l'autre pour sentir qu'on vit. Et en fait, ça c'est vrai pour tout organisme vivant. Pour avoir des sensations, pour se sentir vivant, organiquement, littéralement, il n'y a pas besoin de... ça se fait tout seul, c'est pas réflexif, il n'y a pas besoin d'un autre objet, c'est a-objectal. Et ce qui se passe, et ce qui nous donne notre caractéristique d'être humain, c'est que nous, les humains, en fait, on existe. Et c'est quoi la différence ? C'est que quand tu passes dans le sentiment d'exister, t'existes à travers le regard de l'autre. Et ça, c'est important parce que c'est un peu de théorie, mais c'est quand même intéressant de revenir à la base. En fait, le bébé, il ne peut pas se construire ni physiquement ni psychiquement sans les autres. Du fait de sa néoténie, ce qu'on appelle la néoténie, c'est la fragilité extrême du bébé. Donc en fait, le bébé, quand il va avoir 3, 4, 5 semaines, il va graduellement passer du sentiment d'être, donc simplement d'être vivant, de respirer, de faire ses besoins, de dormir, au sentiment d'exister, qui est en fait de commencer à exister en tant qu'être humain qui va penser. Évidemment, il ne pense pas encore, mais qui pense. Pour illustrer ça, c'est l'exemple du sourire, en fait, des 2 types de sourire du bébé. Ça, c'est René Spitz qui a étudié ça. C'est que les premières semaines, tu vois des sourires qu'on appelle des sourires aux anges, qui en fait sont des sourires à personne, en fait, qui sont des indices plutôt de quiétude ou de bien-être du bébé. Et au bout de 5-6 semaines, tu vas voir des sourires où la mère ou le père va se dire « Ah, mais il me sourit à moi ». C'est qu'il y a quelque chose de l'interaction qui commence à se faire. Et donc tout ça pour dire, c'est un peu long, mais tout ça pour dire que le sentiment d'exister du bébé vient par l'intériorisation du regard de l'autre, à commencer par celui de la mère et des parents. Donc on cherche tous le regard de l'autre. Et maintenant qu'on n'est plus des bébés, quand on est devenu adulte ou jeune adulte, qu'est-ce qu'on continue à chercher chez l'autre et dans le regard de l'autre ? Alors ça va dépendre déjà de ce que tu as reçu quand tu étais bébé. C'est-à-dire que la qualité de ton estime de toi, notamment, si je prends des mots assez simples qu'on connaît, ou de ta base de sécurité, ta base d'amour, ta base d'attachement,
tout ça, ça va venir de la qualité des soins précoces que tu auras reçus quand tu étais bébé. Si tu as eu des carences, on va appeler des carences chez les bébés, qu'on ne t'a pas assez regardé, que tes parents n'étaient pas disponibles, parce que, par exemple, eux n'étaient pas disponibles à eux-mêmes, je sais pas moi, des parents borderline, ou tu vois qu'il y avait des sautes d'humeur, des choses comme ça, ou des parents dépressifs, ou des parents qui n'étaient simplement pas là, enfin, bon, plein de cas de figure. Si la qualité des soins que tu as reçus n'était pas optimale, tu vas avoir des défauts, on va dire, de socle, de base solide pour vivre, quoi. Et donc, tu vas te construire en cherchant dans le regard des autres ce que tu n'as pas reçu quand tu étais petit. Et comment on travaille ça ? On essaye, alors, in fine, de se le donner soi-même, mais en réalité, c'est quand même pas que soi avec soi-même, mais c'est qu'on essaye de... Enfin, on aide à reconstruire ce qui n'a pas été bien construit dès le début. Mais alors, du coup, ok, ça, tu dis pourquoi, en fait, je vais chercher dans le regard des autres, mais avant d'aller sur le travail, qu'est-ce qu'on cherche ? Tu vois, ah oui, ok, oui. Qu'est-ce qu'on cherche dans le... C'est évident pour moi, mais alors, qu'est-ce qu'on cherche ? Évidemment, on cherche tous, ça tout le monde va te le dire, de la validation, de la reconnaissance, tu vois, de la valeur. Tu vas chercher, en fait, à ce que l'autre soit fier de toi et puisse te le dire. Tu vois, il y a un exemple pour ça qui est quand même assez génial, c'est les candidats de Koh-Lanta. J'ai un petit faible pour certaines émissions de télé-réalité. Les candidats de Koh-Lanta, en fait, ils sont... quand on les écoute, ils font ça pour leurs parents, pour rendre fiers leurs parents, leurs enfants. Enfin, vraiment, les parents et les enfants tiennent une place folle. Et encore la semaine dernière, dans un épisode, il y a une des candidates qui a gagné une épreuve. Et donc, autour d'elle, on lui a dit « Tu penses que ton père va être fier de toi ?» Et elle répond « Bah oui, j'espère que là, il sera fier de moi. » Et en fait, cette nana, elle a 40 ans, des gamins, probablement plein de choses qui fonctionnent. Et en fait, elle fait Koh-Lanta pour rendre son père fier, quoi. Enfin, c'est quand même... Et en fait, on fait tous des Koh-Lanta tous les jours pour rendre fiers nos parents ou nos proches. Donc ça, c'est la première chose qu'on va chercher. On va chercher à valider quelque chose qui nous concerne dans le regard de l'autre. Et il y a d'autres raisons ? Globalement, je disais tout à l'heure que quand la qualité des soins précoces était bonne, on recevait de l'amour, de l'estime. Ça permettait de créer un bon système d'attachement. Ça permettait d'avoir une bonne base d'amour. Si certaines de ces choses ont manqué, tu vas aller chercher ça chez les autres. Tu vas d'ailleurs... rejouer le même type de configuration relationnelle pour pouvoir enfin avoir ces choses-là. Et souvent, c'est des choses qu'on n'arrive pas à se donner soi-même quand on ne les a pas reçues de l'extérieur au départ. Et donc, on cherche ça un peu indéfiniment. Enfin, indéfiniment. En tout cas, on peut le chercher longtemps. Et l'idée, c'est que dans un travail un peu plus profond, plus thérapeutique ou en coaching, on peut travailler ça un peu différemment. Et en fait, moi, il y a un truc qui est logique. Si on vit tous avec le regard des autres, on cherche tous le regard des autres, et en fait, on cherche tous à être validés. Enfin, ça paraît normal. À quel moment ça devient problématique et il faut venir voir un coach ou un thérapeute ? Ça devient problématique quand le regard des autres et l'importance que tu y accordes devient plus grande que l'importance que tu donnes à ton regard et à ta valeur à partir de toi. En fait, quand tu fais que en fonction des autres, quand tu ne sais plus ce que toi, que tu sais pas ce que toi tu aimes, ce que toi tu veux, ce qui est bon pour toi, que tu peux pas poser tes limites, que tu ne réponds pas à tes besoins tout seul, quoi, et que c'est ce regard des autres qui est le plus important, c'est intéressant de commencer à y travailler. Enfin, souvent, ça fait souffrir, en fait, simplement. C'est que tu souffres En fait, tu souffres de ne pas être vu par l'autre et tu ne peux pas te voir toi suffisamment. Et donc, tu vois, tu le trouves où ? Et quand c'est ça, en fait, ça crée quand même des sentiments de solitude, des sentiments de décalage, tu vois, assez forts. Et c'est souvent ces ressentis-là qui font démarrer un travail d'accompagnement. Et donc, comment on travaille ça ? C'est quoi les étapes ? Donc, à nouveau, je reste sur des situations qui sont pas des situations problématiques type maltraitance ou relations toxiques. Ça, c'est un travail particulier à part. Sur des situations un peu de tous les jours, tu vois, quand les gens vont quand même à peu près bien, on va d'abord identifier
ce que tu recherches dans le regard de l'autre. Et tu vois, ça, c'est un exemple vraiment intéressant, tu vois, dans lequel les salariés vont se reconnaître. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des coachés qui, en fait, n'arrêtaient pas de dire ça, je le fais vraiment pas assez bien, ça va pas, ça, il a eu cette réaction, je suis sûre qu'il a trouvé que j'étais pas bien, etc., qui vont se dévaloriser comme ça. Et quand à un moment, je vais avoir besoin de vérifier, en fait, si ça, c'est réel ou pas, tu vois, si raisonnablement et de bonne foi, c'est des choses qui viennent de ce regard extérieur, je vais dire, OK, mais est-ce que dans tes entretiens de mi-année, de fin année, c'est ça qui ressort? Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Et souvent, non, en fait. C'est-à-dire que le regard réel de la personne n'est pas le même que le regard projeté par la personne, par le client, ou même intériorisé par le client. Je le reformule parce que là, ça fait beaucoup, mais ça veut dire que, en fait, il y a au moins... Il faut identifier, en fait, de quel regard on parle. Est-ce que, quand tu viens me voir avec une question sur le regard des autres, est-ce que tu parles du regard réel de l'autre personne? Est-ce qu'elle t'a dit que c'était comme ci, comme ça, enfin, tu vois, qu'elle te trouvait comme ci, comme ça, ça t'a heurté et bon, ok. Est-ce que tu as projeté que cette personne pensait ça de toi? Tu l'as vu faire un mouvement ou avoir un geste, un regard, et tu l'interprètes comme signifiant que ce que tu as fait n'était pas assez bien? Ou est-ce que c'est ce fameux regard intériorisé dont je parlais tout à l'heure, que tu as intériorisé depuis toujours, qui n'est même pas capable de reconnaître, dans le sens d'identifier, ce qui se joue en face, et qui va de toute façon, tu vois, presque par réflexe, par automatisme, rejouer la même partition je ne suis pas une bonne personne, quoi, en gros. Donc, ouais. Oui, donc en fait, c'est identifier déjà à quel niveau on se situe. Ça, déjà, ça aide à prendre conscience que souvent, c'est pire dans sa tête que dans la réalité. Et du coup, une fois que tu as identifié, selon le regard dont on parle, il y a des exercices différents. Enfin, comment tu traites ça? Donc, c'est vrai que il peut y avoir des exercices différents. Le premier stade, la première étape, qui est l'identification, elle est vraiment importante parce que déjà, ça aura calmé une partie des affects, des ressentis qui te traversent. Ensuite, il faut quand même transformer ce regard que tu portes à toi-même pour le muscler, tu vois, pour le muscler et qu'il soit plus fort, et que du coup, un peu en compensation, le regard de l'autre ait moins d'importance. Et ça, il y a plusieurs exercices pour faire ça. Il y en a un que j'aime beaucoup, que je donne beaucoup en séance. Alors, je ne sais pas à quel point on peut le faire tout seul, mais il est quand même intéressant pour comprendre la mécanique. J'aime bien donner l'image des bons points et des mauvais points. Souvent, quand le regard des autres est difficile à vivre, on sait comment faire pour se donner des mauvais points. Quand on a mal fait, d'après ce qu'on imagine, quand on s'est trouvé un peu nul sur cette, présentation ou épreuve, ou voilà. Et on sait le reconnaître quand on fait pas bien les choses. Par contre, on sait pas du tout le reconnaître quand on fait bien les choses. Et donc, ma proposition, c'est de dire, OK, imagine que tu as des bons points et des mauvais points. Si tu sais te donner des mauvais points, s'il te plaît, donne-toi aussi les bons points quand tu fais des choses qui sont chouettes. Quand tu fais des choses qui ont réussi, quand on est content de toi, quand tu reçois des compliments. Ne mets pas tout ça de côté. S'il te plaît, prends-les aussi. Tu vois, reçois-les, intègre-les, prends les compliments et donne-toi des bons points. Et ça va te redonner un peu la main sur un peu ton système de valeurs, ton système de critères à partir duquel tu te juges en fait, et tu te juges durement. Ça, c'est le premier exercice, et ça peut être des bons points, des mauvais points, mais tu peux aussi imaginer, si c'est plus facile, des sortes de fioles ou des sortes de... Comment ça s'appelle, tu sais, ces trucs de laboratoire, ces petits trucs... Des tubes à essai. Des tubes à essai, merci beaucoup. L'image des tubes à essai, ou de petites fioles, de confiance et d'estime, tu vois, de confiance en toi, d'estime de toi. Quand il y a une action dans la vie qui t'apporte un peu de confiance en toi ou de bonne estime, tu remplis ta fiole de confiance. Là où tu sais la baisser quand tu te sens pas bien, remplis-la quand il y a des bonnes choses. Donc du coup, la problématique du regard des autres, c'est une problématique de confiance en soi, d'estime de soi?
Alors, pas que. Pas que. C'est une bonne question. Très souvent, on va venir en séance, tu vas venir en séance en disant « j'ai un problème de confiance en moi ou d'estime de moi ». Ça, c'est ce qui est un peu... C'est la couche un peu... la couche un peu superficielle. En tout cas, c'est la partie de l'iceberg qu'on voit. C'est que ce que tu vis quand tu es adulte, c'est pas que tu n'as pas très bien intériorisé le regard de l'autre petit. Évidemment, tu te le dis pas comme ça. C'est que tu te dis que tu n'as pas assez confiance en toi, tu n'as pas assez d'estime de toi. Souvent, c'est les mots-là qui sont utilisés pour parler du regard des autres. Je me trouve pas assez belle. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu vois, est-ce que je suis assez courageux? C'est ce genre de questions qui traversent, tu vois, le client. Ça veut pas dire que c'est une problématique de confiance ou d'estime. Ça veut dire que... plutôt... Comment te dire? Oui, il y a une question d'estime et de confiance, mais si on prend que cet angle-là, c'est super difficile à travailler. Parce que pour te redonner de l'estime et de la confiance, il faut quand même aller chercher plus loin. La question de l'estime de soi, c'est un enjeu qui est précoce et qui est archaïque. Et donc, c'est des choses qui se mettent en place avant même la parole. En fait, jusqu'à ce que tu aies 6-7 ans. À 6-7 ans, tu peux considérer que tous tes systèmes de défense, tous tes mécanismes, ils sont posés. Donc, en fait, si on cherche que à partir d'aujourd'hui à te redonner de la confiance, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que si vraiment le regard de l'autre, il prend tellement de place et il est si dur pour toi, il faut quand même qu'on aille chercher comment tu as intériorisé les choses pour pouvoir les modifier à cet endroit-là. Et pour ne pas rejouer tout le temps la même chose. Donc disons que la confiance va être une sorte de symptôme de cette mauvaise intériorisation du regard de l'autre. Mais c'est pas parce que tu vas retrouver de la confiance que le regard de l'autre va disparaître. En fait, tu vas quand même devoir dealer avec ce regard de l'autre. Et donc, c'est important à la fois de te redonner de la confiance et en même temps de travailler là-dessus. Moi, j'ai un exemple concret. Je fais des choix dont je sais qu'ils vont, par exemple, décevoir mes parents ou pas correspondre à leurs attentes. Comment je fais pour dealer avec ça? Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est des bonnes questions. Tu vois, c'est intéressant parce que déjà, dans ta question, toi, tu sais ce que produit le regard de tes parents sur toi. Et tu sais que si tu fais ce choix A, ça va produire ça, ou ce choix B, ça va produire autre chose. Et tu vas pouvoir... en tout cas, tu dois décider entre, disons, A et B, si tu as deux choix, et prendre en compte ce que ça fait, tu vois, ce que ça va produire chez l'autre. La plupart des gens qui viennent avec ces questions de confiance en soi, d'estime et de, tu vois, le regard de l'autre est difficile, ils vont même pas se dire si je fais A, ça peut produire ça et donc j'ai la possibilité de le faire. Ils vont tout de suite se dire si ça produit ça chez mes parents, je peux même pas envisager l'option. Et l'idée, ça va être justement de redonner accès à l'option. De dire, OK, si tu fais A ou B, qu'on t'a assez redonné de confiance et d'estime pour faire tes propres choix et que tu as l'option entre A et B, de comprendre ce que ça va faire à tes parents et d'être capable de dire, OK, j'y vais. Je sais que ça va produire quelque chose, mais mon bouclier est prêt. Je vais assumer mes choix, etc. C'est que déjà, on aura bien travaillé, en fait. Je comprends. Et donc, si je reviens au travail, tu as parlé de l'exercice là, des bons points et des fioles. Est-ce que tu en as d'autres? Oui, il y a un autre exercice qui est vraiment intéressant, que là, si tu veux, toi qui me regardes, tu peux faire en temps réel. C'est que tu prends une feuille de papier, tu penses à quelqu'un que tu connais, que tu admires, et tu écris 10 lignes sur ce que tu admires chez cette personne. Tu vois, tu écris son prénom, virgule, ce que j'admire chez toi, c'est, et tu écris à peu près 10 lignes. Là, tu peux mettre la vidéo en pause. Quand tu as écrit ces 10 lignes, tu reviens, tu les lis à voix haute. Pareil, tu peux faire une petite pause, lis-les à voix haute, vois ce que ça fait. Et ensuite, troisième étape, tu relis le même texte, mais au lieu de dire tu dis je. Au lieu de dire le prénom de la personne, ce que j'admire chez toi, tu mets ton prénom, ce que j'admire chez moi, et tu le lis à voix haute en transformant le tu en je.
Et tu vas voir, c'est assez fou parce que à chaque fois que j'ai été témoin, et aussi d'ailleurs actrice, mais témoin de cet exercice, il ressort des choses que tu n'aurais jamais pensé de toi-même, que tu n'aurais jamais osé dire, mais que tu penses au fond de toi. Et ça, c'est très intéressant pour les ramener un peu à la conscience. Et de manière un peu plus pragmatique, pour tous les gens qui sont concernés par une forme ou une autre une prise de parole en public, là, on est vraiment dans l'exercice type de comment tu gères tout ce que tu dois assumer de toi-même, comment tu te montres, comment tu assumes ce que tu vas dire, proposer, avec le regard de tous les autres qui seront en face de toi. Et souvent, quand le regard de l'autre se multiplie, quand il y a une assemblée, ça démultiplie aussi tout ce que ça fait ressentir. Et donc, ça explique aussi que ce soit si difficile pour beaucoup de gens de prendre la parole en public, parce que ça réactive beaucoup de choses. Et c'est du coup très intéressant de tenter cet exercice-là si tu en as l'occasion. Donc ça, c'est un travail que toi, tu fais, que tu proposes ? Oui, moi j'accompagne beaucoup les prises de parole en public. Ouais. Et tu vois, je m'y risque moi-même avec tout ce que là je mets en place. Donc vraiment, je confirme, ça fait travailler le regard de l'autre et ça fait travailler ce qu'on pense de soi-même.